Canada, la Constitution que nous avons a été signée en 1867. Il n'a pas pris longtemps avant que des contestations se fassent et qu'on réclame des modifications à cette Constitution-là. Les demandes de renouvellement de la Constitution ont commencé à se faire plus pressantes après la guerre, notamment par des initiatives du gouvernement de Maurice Duplessis. Mais ces demandes-là sont restées vraiment, il y a eu quelques gains qui ont été faits, mais dans l'ensemble, ça a été sans résultat. Il a fallu attendre un concours de circonstances qui se sont produites au début des années 60, où est-ce qu'on était au plus fort du baby boom et il y avait beaucoup de dynamisme dans la société québécoise à cette occasion-là. Alors, avec, on va dire, l'énergie de la jeunesse qui était là, qui était dans la partie. Il y a eu la visite du général de Gaulle en 1967 à Montréal avec son fameux cri de Vive le Québec libre et il parlait des Français du Canada. Alors, il y a ça. Il y a aussi quelques autres éléments qui méritent d'être rappelés. Nous avons la publication en 1965 du livre de Daniel Johnson, Égalité ou Indépendance. En 1968, le livre de René Lévesque, Option Québec. Il y a également les États généraux du Canada français qui vont se tenir de 1964, date à laquelle cette initiative-là prend forme. Les assises ont lieu en 1967 et 1969. Les États généraux du Canada français sont importants parce qu'ils ont regroupé des milliers de personnes d'un océan à l'autre, en fin de compte de toutes les provinces, des délégués de toutes les provinces du Canada. Et l'objectif de cet événement-là, c'était de mettre au point une stratégie en vue de négociations constitutionnelles qu'on savait imminentes. Alors, nous avons à ce moment-là, malheureusement, les délégués ne parviennent pas à s'entendre sur cette formule-là. Je vais passer les détails, mais il reste quand même que c'est un événement inusité dans notre histoire, où est-ce que des Canadiens français d'un océan à l'autre et les Acadiens se sont rassemblés une fois. Donc, c'est l'expression d'une vitalité nationale particulière et spéciale qui était là. Et puis, malheureusement, c'est un demi-échec, mais on reste quand même avec cette image d'une nation qui se rassemble pour discuter de son avenir. Après ça, nous avons aussi en 1964 ou 65 la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme, qu'on appelle aussi la commission Laurando-Dunton. Cette commission-là est très importante parce qu'elle a un budget et puis elle fait enquête, elle a des budgets pour faire enquête un peu partout au Canada. Alors elle rencontre des Canadiens français de toutes les régions et les interroge sur leur situation linguistique au niveau scolaire, au niveau du travail, au niveau social, culturel, etc. Alors c'est très élaboré ce qui est fait à ce moment-là. Et il a fallu quand même quelques années avant que ça aboutisse à quelque chose. Et je crois que c'est en 1967, on a l'introduction générale qui est publiée de la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Et cette introduction générale-là est assez volumineuse. Et si jamais vous voulez lire quelque chose à ce sujet-là, je crois que c'est en 3 ou 4 livres, incluant l'introduction générale. Alors, l'introduction générale en dit beaucoup parce qu'elle fait clairement état de l'existence de deux nations au Canada, demande des réformes à ce niveau-là et prépare le terrain finalement pour l'approche de Daniel Johnson. Alors, tout ce que j'ai expliqué là précédemment, les États généraux du Canada français, la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, la visite du général de Gaulle avec les effets qu'ils ont connus à ce moment-là,
Les deux livres qui ont été publiés séparément par Daniel Johnson, père d'abord, ensuite par René Lévesque, alors, et la jeunesse. Alors, tout ça crée un contexte particulièrement animé, particulièrement dynamique. Et puis, donc, la table est mise, si on veut, pour des négociations culturelles, des négociations constitutionnelles plutôt, qui sont appelées à prendre une ampleur inusitée. En 1967, ça fait 100 ans exactement que la Constitution a été signée. Alors, depuis de nombreuses années, depuis quelques décennies, la tension ou la pression monte pour qu'on fasse un renouvellement, qu'on revoie dans son ensemble cette constitution-là, après 100 ans, parce qu'elle ne correspond plus à la réalité, elle ne correspond plus à la prise de conscience des Canadiens français à travers le pays, et elle ne correspond plus à leur ambition de s'affirmer davantage comme une nation de plein droit au sein du Canada avec la nation canadienne anglaise. Alors, c'est là qu'arrive les États généraux, qu'arrive la conférence constitutionnelle du 5 février 1968. Et puis, cette conférence-là se déroule à Ottawa, et au centre des congrès à Ottawa. Et les 10 premiers ministres des provinces sont réunis avec le premier ministre du Canada, qui est à cette époque-là Lester B. Pearson. Et il y a aussi en présence Pierre Elliott Trudeau, qui vient d'être élu un peu avant comme le nouveau, comme député de Mont-Royal. Il sera toujours député de Mont-Royal, mais il est tout de suite promu au poste de ministre de la Justice du cabinet de Pearson. Trudeau est présent et déjà, il emmène large. Alors, c'est quoi les enjeux? Les enjeux à ce moment-là, c'est que le Québec et dans leur ensemble les Canadiens français qui se sont exprimés à travers la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme et à travers les États généraux du Canada français ont exprimé vraiment une volonté d'être reconnus comme une des deux nations au Canada ou d'avoir des droits nationaux à titre de Canadiens français. Et c'est là que Daniel Johnson intervient dans ce contexte-là, qu'il intervient avec son fameux discours, où est-ce qu'il réclame un certain nombre de choses. Et puis, alors, la première chose qui intervient, c'est que même avant que la conférence constitutionnelle s'ouvre, il y a des discussions entre Daniel Johnson et le premier ministre du Canada, Pearson. Et puis, ce qui ressort de ça, c'est que Daniel Johnson réclame que les discussions portent sur l'ensemble du dossier constitutionnel, alors que l'ordre du jour qui a été distribué au premier ministre par le gouvernement fédéral ne concerne que des aspects limités de la Constitution. Et c'est là déjà une chose qui est très importante à retenir parce que à ce moment-là, Daniel Johnson réussit finalement le tour de force, si on veut, de faire réviser l'ordre du jour pour que la rencontre constitutionnelle inclut l'ensemble du dossier constitutionnel, c'est-à-dire la réforme du Sénat, la réforme de la Cour suprême, l'existence de deux nations au Canada, la question des langues, la question de la culture. Alors, tout est sur la table, dans le fond. Alors, c'est ce que Daniel Johnson voulait, parce que son plan, c'est vraiment un renouvellement du fédéralisme en profondeur. Alors, pour donner une idée, je vais vous donner quelques citations. Je vais vous lire quelques citations de Daniel Johnson à cet effet-là qui montrent toute l'ambition du Québec dans cette ronde de négociations-là qui commençait et qui va finalement se terminer en 1982, on le sait, avec la loi constitutionnelle de 1982 qui a fait naturellement là où il y a eu un semblant de négociation, mais le Québec avait vraiment tout perdu, mais René Lévesque est sorti de là très fâché, et puis il a dit on va faire on va entreprendre des démarches, hein. On a appelé ça la nuit des longs couteaux.
mais finalement, il ne s'est jamais rien passé. C'est vraiment, ça a été seulement du mécontentement, des plaintes et finalement, du ressentiment qui est sorti de là, mais il n'y a eu jamais grand-chose qui a été fait, sauf peut-être, et il faut le souligner, mais ce n'est pas le cadre de cette vidéo ici, mais il faut peut-être souligner les efforts de Brian Mulroney avec Bourassa, Robert Bourassa et les autres ministres du Canada à ce moment-là, de, disons, donner quelque chose, un prix de consolation qui aurait été les accords du lac Meach. Et puis, malheureusement, ça s'est effondré en grande partie à cause de l'habituel suspect qui était Pierre Elliott Trudeau et ses acolytes à ce moment-là. Alors, donc, je reviens avec, je vais vous donner des citations, quelques citations qui démontrent l'ampleur inusitée qu'ont pris à ce moment-là les demandes constitutionnelles du Québec. Alors, dès le deuxième paragraphe de son discours, Daniel Johnson remercie le premier ministre du Canada, donc Pearson, dont on a parlé un petit peu plus tôt, a accepté d'étendre la portée du problème constitutionnel à l'ensemble du dossier. Nous lui en savons gré. Alors, il commence comme ça. Un petit peu plus loin, à peu près au cinquième, sixième paragraphe, il dit rien de ce que nous pourrions accomplir ici ou dans nos travaux subséquents n'aurait la moindre chance de réussir sans un large accord du peuple canadien. Autrement dit, il faut qu'un accord constitutionnel comporte l'assentiment de toutes les parties et de toutes les populations du Canada, dont naturellement, ce qu'il a en tête, c'est qu'il faut que ça soit à la satisfaction non seulement des représentants du Canada anglais, mais il faut que ce soit également à la satisfaction des demandes longtemps exprimées du Canada français. Alors, un petit peu plus loin, il dit que pour être valable, toute constitution canadienne devra désormais être le produit d'une entente entre nos deux nations. Alors, donc, c'est quand même très important, mais un peu avant, il avait dit que il parle du pacte. Il dit c'est peut-être devenu pour certains un exercice purement académique de se demander si l'acte de l'Amérique du Nord britannique fut jadis le résultat d'un pacte. Mais de toute façon, en ce qui concerne l'avenir, il n'y a pas de doute possible. Pour être valable, toute constitution canadienne devra être le produit d'une entente entre nos deux nations. La question du pacte, à savoir est-ce que la Constitution de 1867 était un pacte ou une loi, a fait longtemps débat au sein des intéressés des deux nations, on va dire, des Canadiens anglais et des Canadiens français. Puis j'ai ça ici qui a été publié. Je vais vous montrer. C'est le dossier sur le pacte fédératif de 1867. La Confédération, pacte ou loi. Alors, c'est un livre quand même de 260 et quelques pages, 70 pages, écrit par le père Richard Harès, qui avait étudié cette question-là dans les années, fin des années 50, des années 60, des années 70. Et puis, ce dossier-là, en fin de compte, il dit dossier. C'est réellement, c'est des échanges entre des juristes et entre des politiciens, etc., qui argumentent sur la question à savoir si la Confédération était un pacte entre deux nations ou s'il s'agissait d'une loi. Alors, ce que dit Daniel Johnson, c'est que peu importe si c'était un pacte ou une loi, la nouvelle ronde de négociations de 1968 doit s'ouvrir avec l'idée que les prochaines ententes, pour être valables, devront être faites à la satisfaction des deux nations ou des deux peuples, si on veut. Alors, un petit peu plus loin, Daniel Johnson dit qu'après 100 ans, la Confédération devrait être rénovée, renouvelée, parce qu'il dit nous demeurons l'un des rares pays au monde qui n'ait pas refait sa constitution dans les 100 années qui viennent de s'écouler. Un petit peu plus loin, il dit cette constitution-là
Alors, on a parlé de pacte ou loi. Il dit quand même cette constitution de 1867 reposait en quelque sorte sur un malentendu fondamental. Alors, effectivement, si on a parlé pendant tant d'années à savoir s'il s'agissait d'un pacte ou qu'il s'agissait d'une loi, c'est parce que c'était pas clair. Et puis, effectivement, quand on regarde les débats constitutionnels qui ont eu lieu en 1865, parce que tout ça s'est décidé à l'intérieur de débats constitutionnels qui ont eu lieu en 1865, où est-ce que les Canadiens français, les Canadiens anglais se sont exprimés sur la Confédération. Mais il y a eu des promesses qui ont été faites aux Canadiens français qui leur en donnaient beaucoup plus. Mais quand ça a été le temps d'écrire la loi, qui n'a pas été faite dans un processus transparent et qui n'a pas été connu de la population et même des députés avant qu'elle soit signée à Londres, ce qui avait été dit puis ce qui était signé, c'était deux choses différentes. Alors, les pouvoirs nationaux des Canadiens français qui avaient été anticipés comme étant ayant une certaine portée, ça ne s'est pas avéré. Alors donc, Daniel Johnson qualifie ça de malentendu fondamental. Un peu plus loin, il dit, il s'attaque un peu à la Cour suprême du Canada. Nous savons qu'aujourd'hui encore, les juges de la Cour suprême sont nommés par le cabinet du premier ministre, ben, comme à l'heure actuelle Justin Trudeau. Mais il n'y a pas grand pays dans le monde. Ah oui, on va vous dire, on va vous expliquer que il y a un comité de consultation indépendant, etc. Mais tout ça, c'est du pipeau. Il reste quand même qu'il n'y a pas un processus qui est indépendant des parlementaires, et en particulier, ce qui est très grave, indépendant du cabinet du premier ministre, pour choisir les juges de la Cour suprême qui vont décider de la validité des lois. Alors, il y a vraiment un problème il y a un manque il y a un manque de séparation des pouvoirs ici. Il y a vraiment une confusion ou une interpénétration des pouvoirs politiques, des pouvoirs parlementaires et du pouvoir euh, juridique suprême. Et puis, je pense qu'au bout du compte, tout ça aurait dû mener, mais on sait, on va le voir à mesure qu'on va avancer, on va voir que finalement, les grandes ambitions constitutionnelles qui ont été exprimées par Daniel Johnson, qui était un moment d'affirmation particulièrement, ben en fait, c'est le seul et le plus puissant mouvement d'affirmation des Canadiens français qui a été fait à ce moment-là dans un, dans un endroit ou à l'intérieur d'un forum, à l'intérieur d'une conférence décisionnelle. C'est-à-dire que c'était une constituante, au fond, parce que les gens qui étaient rassemblés là, les premiers ministres des 10 provinces et le premier ministre fédéral, avaient l'autorité pour modifier la Constitution. Alors, il y a eu il faut reconnaître à Daniel Johnson beaucoup de courage d'avoir fait ça. Et puis, je vais y revenir un peu plus loin parce que 1 contre 10, je veux dire, on a quand même 10 Anglais, 9 premiers ministres anglophones, plus le premier ministre canadien qui était Pearson avec Trudeau. Et puis, Daniel Johnson était seul contre eux. Et puis, on verra plus loin que quand la conférence constitutionnelle suivante, Daniel Johnson était décédé déjà à ce moment-là. Alors, c'est le nouveau premier ministre du Québec, Jean-Jacques Bertrand, qui a pris la relève. Mais il n'avait pas la même détermination que Daniel Johnson à porter ce dossier-là. Et puis, alors on verra plus loin de quoi il s'agit, mais je veux dire, il a pas, il s'est laissé faire dans le fond, dans le sens que les demandes qui avaient été exprimées sur la forme, le style et le fond des futures négociations constitutionnelles, ça s'est pratiquement arrêté là. Alors voilà. Donc, alors il dit, Johnson, une constitution qui soit interprétée en dernier ressort par un tribunal formé de façon que personne ne soit tenté de mettre en doute son impartialité. Alors, donc ça n'a jamais changé. Pour être réaliste, cette constitution devra en outre être conçue, et là c'est important, devrait être conçue comme le principe organisateur, non seulement du Canada à 10, mais aussi du Canada à 2. Alors, après la question de la Cour suprême, il poursuit en disant: nous ne voyons pas pourquoi la même Constitution ne consacrerait pas
dans les faits comme dans les textes, l'égalité juridique de nos deux communautés culturelles malgré leur inégalité numérique. Alors, c'est quand même clair. Alors, il dit que dans la commission Laurando-Dunton que j'ai mentionné avant, la dimension, il faut voir qu'il faut inclure dans la Constitution la dimension politique de l'égalité culturelle. Il explique un peu plus loin, en revenant sur la commission Laurando-Dunton, elle a très clairement marqué cette nécessité dans l'introduction générale qui précède le livre premier de son rapport. Cette introduction générale est un document d'importance majeure qui projette une singulière clarté sur le nœud même du problème constitutionnel canadien. Alors, il va citer dans son discours trois paragraphes qui sont cités, qui sont tirés directement de l'introduction générale du rapport de la commission BB, qu'on appelle comme ça de manière communément. Alors, j'en vais en lire une phrase. Il dit, cette façon, ça c'est tiré de l'introduction dont je viens de parler, cette façon de voir si fortement contestée par certains est très profondément ancrée au Québec. Elle a même été ces dernières années à l'origine des manifestations les plus spectaculaires, sinon les plus graves, de la crise observée au Canada. Alors, il parle du mécontentement qui s'est manifesté particulièrement au Québec par rapport au caractère vétuste de la Constitution, puis à la nécessité d'en faire une refonte approfondie. Alors, un peu plus loin, Johnson poursuit. On ne peut s'attendre, compte tenu des enseignements de notre histoire, que les Canadiens français du Québec, qui forment 83% de la population francophone du Canada, confient la direction de leur vie sociale et culturelle à un gouvernement où leurs mandataires sont en minorité et soumis par surcroît au jeu de la responsabilité ministérielle et de la discipline de parti. Alors là, on le voit venir, c'est que le système parlementaire actuel, dans la forme qu'il était et dans la forme qu'il est resté, il faut bien s'en rendre compte, dans le sens que ça s'est remis complètement en question par Daniel Johnson. Alors, Johnson poursuit ici. Comment pourrait-il y avoir égalité entre deux communautés culturelles dont l'une dépendrait du bon vouloir de l'autre pour sa survie et son épanouissement? En d'autres termes, dit-il, si le Québec est une province comme les autres en ce qui concerne le Canada à 10, il n'en est pas de même en ce qui concerne le Canada à 2. Alors donc, ça reflète sa pensée vraiment révolutionnaire, je dirais, en ce qui concerne ses ambitions constitutionnelles. Alors, comme foyer principal, il parle du Québec, comme foyer principal et point d'appui de la nation canadienne-française, il assume forcément des responsabilités qui lui sont particulières. Et il va de soi que ses pouvoirs doivent être proportionnés à ses responsabilités. Alors, vous voyez qu'on s'en allait vers une transformation radicale, au fond, de ce qui avait été établi en 1867. Alors, ça, c'est 146. Alors, un petit peu plus loin. Il dit quand même, on le répéterait à l'infini, on ne fera croire à personne, du moins pas à mes compatriotes du Québec qui y sont depuis plus de 300 ans, que le Canada a commencé en 1867. C'est bien envoyé. On ne fera croire à personne que les constitutions sont immuables. On ne fera croire à personne que les constitutions ne peuvent être changées. Nous en sommes à notre 4e depuis 2 siècles. Pourquoi serait-il impossible d'en rédiger une 5e? Alors pourquoi les Canadiens seraient-ils incapables de faire ce qu'ont réussi à faire tant d'autres pays, dont plusieurs sont infiniment plus complexes que le Canada? Alors, donc, il n'y a jamais rien de tel là, qui a été exprimé dans des conférences constitutionnelles qui ont suivi. C'est vraiment inusité, c'est vraiment un cas qu'il faut retenir dans le sens que Daniel Johnson n'a pas le mérite, on ne lui accorde pas le mérite qui lui revient
parce qu'il a été vraiment celui qui a porté la cause des Canadiens français le plus loin, pratiquement jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas, il y en a pas eu d'autres qui ont été aussi déterminés dans l'expression de la volonté nationale des Canadiens français. Alors, il termine avec une série de recommandations ou de choses qui doivent être mises en place dans la nouvelle Constitution. Que cette Constitution, le point 3, il y en a 10. Le point 3, je vais en lire un, deux, je vais lire à peu près 3, c'est assez court quand même. Alors, le point 3, que cette Constitution ne doit pas avoir uniquement pour objet de fédérer des territoires, comme les provinces, qui sont des territoires qui n'ont pas, au point de départ une couleur anglophone ou francophone. Ils n'ont pas, si on parle de la Saskatchewan, du Manitoba, on met le Québec à côté, c'est sûr que ça ne marche pas. Alors il dit, ne doit pas avoir uniquement pour objet de fédérer des territoires, mais aussi d'associer dans l'égalité deux communautés linguistiques et culturelles, deux peuples fondateurs, deux sociétés, en d'autres termes, deux nations au sens sociologique du terme. Le point 4, qu'il n'est aucunement nécessaire de détruire le Canada à 10 pour faire le Canada à 2, mais qu'il est devenu indispensable et urgent de faire le Canada à 2 pour maintenir le Canada à 10. Alors, vous voyez tout cet aspect-là de défier le Canada anglais, puis de le pousser dans ses retranchements avec des arguments solides. Malheureusement, ça a été repris par personne d'autre à la suite. Parce que le mouvement indépendantiste souverainiste, qui était en fait un mouvement de souveraineté association, donc se séparer pour se réunir après, surtout avec la question du référendum qui est intervenu à partir de 1974, à partir de ce moment-là, c'était clair qu'on ne reviendrait jamais sur un Canada à deux, mais ce qui est le plus désolant là-dedans, c'est que en attendant un référendum gagnant, le Parti québécois, tout le temps qu'il a été au pouvoir, a négligé le combat constitutionnel, a négligé de mettre de la pression sur les autorités fédérales. Même après que 1982 a été signé, je veux dire, l'évêque avait dit on va faire un référendum, il avait fait des discours enflammés contre ce qui s'était passé à la nuit des longs couteaux, puis il devait se passer de quoi de vraiment grave, là, puis la population était indignée à ce moment-là, mais il ne s'est rien passé, dans le sens que tout a été, tout s'est en allé tout doucement, là, sans qu'il y ait de suite à ça. Alors, donc, il faut reprocher au souverainisme d'avoir abandonné la lutte constitutionnelle parce que même pour les indépendantistes les plus radicaux, même ceux-là, quand on sait qu'on ne peut pas avoir l'indépendance tout de suite, puis on ne l'aura pas demain matin, là, pour ceux qui y croient et que je respecte, mais pour ces gens-là, là, pour ces indépendantistes-là, qu'on peut qualifier de pur et dur ou de déterminés, ce qui est demandé là, c'était pas un pas qui nous rapprochait d'une plus grande autonomie. Je veux dire, pourquoi fallait-il laisser tomber tout ça en tombant, en entrant dans la passivité, en attendant un référendum gagnant qui n'est jamais venu? Alors, au fond, on a fait des grands détours pour être finalement être des intervenants très concernés par la question constitutionnelle, mais en s'en occupant pas, en cessant de s'en occuper. Alors, donc, c'est ça le bilan des années qui ont suivi la mort prématurée de Daniel Johnson. Alors, il dit au point 6 qu'en particulier, l'égalité à établir entre nos deux communautés culturelles ne dépend pas seulement d'une extension territoriale du bilinguisme, mais plus encore d'une extension des compétences du Québec, principal foyer de la nation canadienne-française. Alors, vous me direz, c'est un statut particulier, on n'en veut pas, mais oui, mais on s'est retrouvé où avec ça, en voulant pas de statut particulier? On n'a rien eu.
On n'a rien eu. On se retrouve dans une situation bien des fois plus déplorable, de manière très importante. On a reculé considérablement depuis cette période-là. Alors, parce que, comme je l'ai déjà raconté à quelques reprises, 7 jours après ça, 7 jours après cette performance de Daniel Johnson en conférence constitutionnelle, René Lévesque s'était exprimé dans les journaux par la voie d'un communiqué pour dénoncer de manière totalement absurde, mais totalement sans limite, là, sans réserve, pour dire que tout ce qu'avait fait Daniel Johnson, il n'y avait rien qui était appréciable là-dedans, il n'y avait rien qui avait de la valeur là-dedans, que le Québec, il n'y avait rien qui représentait le Québec là-dedans. Alors, quand j'ai découvert ce communiqué du Mouvement Souveraineté Association, en ce moment-là, 7 jours après, c'était le 5 octobre 1968, puis René Lévesque, c'est dans le devoir du 12 février. Je ne sais pas si je l'ai dit octobre, mais c'est février. 5 février et 12 février dans le devoir. René Lévesque dénonçait Daniel Johnson à bras raccourcis. Alors, plus loin, il poursuit le point 9, que la question des droits fondamentaux est intime, parce que la question des droits fondamentaux, c'est la question de la charte. Il faut savoir que Pearson et en particulier Trudeau veulent limiter la portée de la réforme constitutionnelle. Ils veulent éviter que tout soit mis sur la table. Alors donc, si on veut faire une histoire courte, disons, pour résumer, Daniel Johnson, au fond, il veut qu'on mette tout sur la table. Au fond, qu'on réécrive la Constitution complètement de A à Z parce qu'elle a besoin d'être revue après 100 ans. Alors que du côté de Pierre Elliott Trudeau, il y a 3 choses qui l'intéressent parce qu'il ne veut pas qu'on mette tout sur la table parce que ça risquerait de finalement bouleverser l'ordre politique du Canada. Parce qu'il sait bien, dans le fond, que les Canadiens français, représentés par Johnson à ce moment-là, ont des raisons justifiées de réclamer un grand nombre de changements à la Constitution. Alors, au point 9, il dit que la Constitution des droits fondamentaux est intimement liée. Donc, quand on parle des droits fondamentaux, on parle de la Charte des droits, qui est une des choses à laquelle tenait mordicus Pierre Elliott Trudeau. La Charte des droits, puis il y a deux autres points. Le rapatriement de la Constitution de Londres, naturellement, et une formule d'amendement. Alors, c'était les choses, la Charte des droits, le rapatriement de la Constitution, une formule d'amendement, en disant, on va rapatrier la Constitution, puis une fois qu'elle sera rapatrier, ça veut dire que la Constitution a été signée à Londres. Alors, c'était prendre les documents, puis prendre la responsabilité de la modifier ici même. Alors donc, il fallait la rapatrier. Il y a eu une séance de signature en face du Parlement avec la reine Élisabeth II puis Pierre Elliott Trudeau. Euh, je crois que c'était le 1er juillet 1982, si je ne me trompe pas. Et puis, après ça, je veux dire, c'était trop tard. Alors, il dit que la question des droits fondamentaux est intimement liée à l'ensemble du problème constitutionnel et qu'aucune décision ne saurait être prise à ce sujet avant qu'on ne se soit entendu sur certaines réformes de base, en particulier sur la création d'un véritable tribunal constitutionnel. Alors, vous voyez comment Daniel Johnson revient sur le caractère, on va dire, le caractère qui fusionne des pouvoirs, le pouvoir juridique, il ne les fusionne pas, mais il les met pas dans des compartiments étanches, alors que le pouvoir juridique devrait être tout à fait séparé du pouvoir parlementaire ou du pouvoir législatif en tant que tel. Alors, au Canada, c'est pas le cas encore aujourd'hui. On est encore dans une réalité archaïque à ce niveau-là parce qu'il y a peu de pays dans le monde où est-ce que les pouvoirs ne sont pas séparés plus que ça. Et puis, vous l'avez d'ailleurs aussi avec le Sénat, qui est nommé par le premier ministre. Alors, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui est arrivé au Canada, c'est que les pouvoirs de Londres
à mesure que les pouvoirs de la royauté, que les pouvoirs de l'entité coloniale, finalement, à mesure que ces pouvoirs-là étaient diminués pour être redonnés au Canada pour que le pays devienne de plus en plus autonome, ces pouvoirs-là ont été largement concentrés entre les mains du premier ministre. Alors, ça représentait, par la force des choses, une modification de la Constitution petit à petit, mais qui a une grande importance, qui avait une grande importance rendue en 1968, et elle en a encore une grande aujourd'hui, parce qu'on est toujours dans ce régime, on va dire, de nature coloniale, mais on dirait que le colonialisme a déménagé à Ottawa, mais pour se retrouver à la tête, à la direction du gouvernement fédéral et en particulier concentré entre les mains du cabinet du premier ministre et pour ainsi dire entre les mains du premier ministre lui-même. Alors ce pays n'est pas un modèle de démocratie et sa constitution, pour le dire dans des termes très simples, fait dur. Alors donc, nous sommes pas mal rendus à la fin. C'est toute une histoire et puis je m'arrête aujourd'hui pour vous parler de ça parce que c'est le 5 février aujourd'hui, le 5 février 2025. Alors ça fait 57 ans que cette conférence-là a eu lieu, donc j'ai profité de la date de l'anniversaire de cette conférence constitutionnelle historique à l'intérieur de laquelle un des nôtres, que moi je qualifie d'un grand patriote courageux, qui a voulu défendre sa nation, malgré son père était irlandais, sa mère francophone, canadienne, française, catholique, mais il avait adopté finalement fait et cause pour sa nation, la nation canadienne-française, ou le peuple canadien-français, si on veut. Alors, disons que ça termine l'hommage que je voulais faire à Daniel Johnson. Naturellement, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là-dessus parce que je ne voulais pas faire quelque chose qui soit trop long. Alors, je vous remercie beaucoup.